Il y a quelques minutes, on peut applaudir. Merci. Bonjour à tous et à toutes sur ce premier podcast d'une longue série du Comité de l'innovation pour l'enfance, ou version courte CIE, association avec pour objectif de discuter et réfléchir sur des problématiques liées à l'enfance, l'éducation et la jeunesse. Et donc pour entamer cette série, on débute avec un podcast sur la pression scolaire et j'accueille à cet effet Mariana Marin, pédiatre et médecin d'adolescents. Bonjour madame. Bonjour. Madame Marie Tamboura, principale du collège REP, Césaria Ovora à Montreuil, ainsi que représentante du SNPDEN UNSA. Bonjour madame. Bonjour. Également avec moi Clara, élève de terminale du lycée Albert Camus. Bonjour Clara. Et Tristan du lycée Albert Camus également, et également élève de terminale. Et enfin par téléphone, nous avons aussi madame Linda Tamimoun, directrice d'école et orthopédagogue depuis 22 ans. Bonjour madame. Bonjour. Et donc pour débuter, je propose de citer quelques chiffres. Donc selon un rapport de 2024 de Santé publique, ce sont 51% de collégiens et 58% de lycéens qui présentent des plaintes somatiques ou psychologiques. Également 24% de lycéens qui présentent des pensées suicidaires. Et enfin, c'est un phénomène qui est en hausse marquée entre 2018 et 2022. Donc à ce titre, j'aimerais vous interroger sur, pour vous, quel est l'état en fait de cette pression scolaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est une réalité qui est présente dans vos quotidiens respectifs, que ce soit pour vous ou votre entourage ? Donc à ce titre, j'aimerais commencer par docteur Mariana Marin. Je travaille dans une unité de médecine de l'adolescent, une unité, donc c'est de la pédiatrie, c'est pas de la psychiatrie, mais on accueille des adolescents en situation de crise. Donc, à l'origine, on accueillait des adolescents en situation de crise suicidaire. Ça reste quand même une unité dans laquelle on accueille beaucoup d'adolescents qui ont fait une tentative de suicide ou qui ont des idées suicidaires, mais c'est vrai que les situations sont de plus en plus complexes avec des adolescents qui vont mal, qui se déscolarisent et les problématiques liées à l'école sont très très fréquentes pour les adolescents qu'on prend en charge. Il y a une réelle souffrance autour de l'école. Donc on m'avait posé la question de la phobie scolaire, et c'est un terme qu'on n'aime pas du tout, nous pédiatres, médecins de l'ado. C'est un terme interdit. Donc les étudiants, quand ils arrivent dans le service, je leur dis, ça, c'est le mot à pas prononcer, parce que c'est extrêmement enfermant et limitant. On désigne l'adolescent comme étant le problème de ce qui se passe. Oui. C'est lui qui a la phobie. Et on n'ouvre pas du tout à ce qui se passe autour. Donc le terme je pense qui est maintenant utilisé aussi à l'éducation nationale de refus scolaire anxieux, c'est beaucoup plus large, et ça permet quand même de réfléchir à tout ce qui se passe autour de ces symptômes que les ados peuvent présenter en lien avec l'école et toutes les difficultés qu'ils décrivent. Donc voilà, donc déjà phobie scolaire, c'est un terme qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qui préoccupe les ados, même les ados tout venant, les ados qui vont bien. Donc moi je travaille dans une unité d'hospitalisation, mais je travaille beaucoup hors les murs, beaucoup. Donc je travaille beaucoup avec des lycéens et des collégiens, plutôt avec des lycéens dernièrement, mais j'ai travaillé aussi avec des collégiens du secteur géographique de notre unité hospitalière. Donc c'est les ados tout venant. Tous ces ados-là, quand on évoque avec eux les sujets de santé qu'on veut travailler, on parlait de la pression scolaire. Donc c'est des adolescents qu'on forme pour être des adolescents experts auprès de leur père. Donc ils interviennent dans des journées santé auprès de leur père lycéens, collégiens, et ils interviennent aussi dans des congrès, dans des conférences scientifiques. Ils ont choisi à plusieurs reprises de parler de la pression scolaire. Ils ont choisi de parler de la pression scolaire quand ils ont animé une table ronde au congrès européen de médecine de l'ado à Copenhague l'année dernière. Et je me suis dit, oulala, on va se faire allumer parce qu'ils vont dire c'est la France qui met la pression, nous, les pays nordiques, on n'a pas ça. Et en fait, c'est un sujet très universel. Okay. Donc, même si
c'est vécu peut-être autrement, mais ça a parlé à tous les professionnels, y compris les professionnels des pays nordiques qui sont considérés des pays très en avance par rapport à tout ce qui est organisation du système scolaire et le bien-être des élèves à l'école. Donc oui, c'est un gros problème et oui, merci de vous mobiliser pour faire quelque chose. Oui, c'est impératif. Puis, en soi, le lycée, c'est quelque chose qui est aussi assez récent pour nous, donc ça parle aussi un petit peu. Et donc, merci pour cette présentation. Clara ou Tristan, comme vous préférez, vous, quel est votre ressenti sur ce sujet, que ce soit pour vous ou vos camarades? Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de pensée suicidaire. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais parfois ça m'arrive de ressentir de la pression. Mais après, déjà, t'as les parents, mais c'est parce qu'ils veulent qu'on réussisse. Enfin, c'est normal, la plupart des parents, ils tiennent à leurs enfants, ils veulent qu'ils aient un bel avenir. Et aussi, moi, c'est mon père qui m'a dit ça, et c'est vrai que c'est assez logique, c'est que mes parents, ils partent très tôt le matin, donc moi je travaille pas, ils rentrent très tard le soir. Donc, étant donné qu'ils ne me voient jamais travailler, j'imagine que ça doit leur faire bizarre. C'est par rapport aux devoirs, beaucoup, ou trucs comme ça ou... Oui, mais après, quand j'ai des bonnes notes, quand j'ai des mauvaises notes, ils ne me punissent pas. Voilà, ils me disent tu me feras mieux la prochaine fois, donc j'imagine que ça joue dans le fait que je suis moins stressé que certaines personnes. Après, je connais des personnes, je ne vais pas les citer, mais elles ont eu des pensées suicidaires et elles ont même fait des tentatives de suicide parce que ils avaient une pression, mais c'était pas à cause des devoirs, c'était à cause des autres élèves. D'accord. Ouais, il y avait du harcèlement et on ne pouvait plus, quoi. Il y en a une qui a pris une année sabbatique cette année et qui reviendra l'année prochaine. Donc je sais que ça existe quand même. D'accord, donc c'est plus relatif au harcèlement qu'au... Ouais, je sais pas, ça compte comme de la pression scolaire. C'est pas ce qu'on avait compris, mais en soi, ça peut compter aussi. Ça se passe dans l'environnement scolaire. Ça fait partie quand même des causes du refus scolaire anxieux, parce qu'ils sont tellement multiples. Donc c'est pour ça le refus scolaire anxieux, c'est très hétérogène. Il n'y a pas une situation, il y a plein de situations. Donc le harcèlement, ça fait partie de la souffrance à l'école et des causes d'absence, donc l'absentéisme. Il me semble très intéressant de le mettre en parallèle, parce que souvent quand on parle de pression scolaire, on ne définit pas exactement d'où vient la pression. Est-ce qu'elle vient de l'élève lui-même? Est-ce qu'elle vient de l'institution? Est-ce qu'elle vient des parents? Est-ce qu'elle vient des autres élèves? Et souvent, c'est très multifactoriel. Il n'y a pas qu'une seule source de difficulté. Pour en revenir à votre question de départ, peut-être, effectivement, on parle souvent de 2018 parce que il y a eu le fait que le Covid se soit déclaré et qu'il y ait eu une période très forte où les jeunes ne se sont plus rendus dans les établissements scolaires, a mis en avant, ou en tout cas porté un regard particulier sur la difficulté que des élèves pouvaient rencontrer dans leur scolarité, dans leur vie personnelle. C'est très difficile du coup pour nous en tant que professionnels de quantifier s'il y a une explosion des situations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de toute façon une attention beaucoup plus soutenue de la part des professeurs, de la part des parents, de la part des élèves sur cette question du mal-être des jeunes, sur la question de la santé mentale des élèves, et on s'occupe de plus en plus et de plus en plus fréquemment de jeunes qui expriment qu'ils sont dans cette difficulté-là, et de parents qui nous signalent aussi directement qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants. D'accord, au sein du collège notamment. Au sein du collège, au sein du lycée, c'est des discussions qui se font de plus en plus. Après, il y a aussi un aspect qui est, à mon sens, proprement lié à notre système éducatif français. On a un système qui est méritocratique et donc qui repose sur la réussite scolaire et sur le fait que pour réussir, pour s'élever dans l'échelle sociale française, il y a un présupposé qu'il faut bien réussir à l'école. Et bien réussir à l'école dans notre système scolaire, c'est bien réussir par les notes. Donc il y a forcément dès l'entrée, et souvent dès les plus petites classes, c'est aussi des discussions qu'on a maintenant avec les directeurs des écoles du premier degré, une pression qui est induite par le système scolaire et sur laquelle il faut qu'on travaille. On est aussi un phénomène qui est beaucoup plus récent et que nous, en tant que personnel de direction, on a tendance à décrier, qui est le fait que les réformes du système scolaire se sont multipliées à un rythme très important, sans laisser le temps forcément toujours aux acteurs de l'éducation de s'en servir, et avec un fonctionnement par ailleurs
qui fait reposer une pression très forte sur les élèves et sur les familles. Là, j'ai 2 lycéens avec nous. Si on leur parle de Parcoursup et avec des parents, c'est extrêmement anxiogène chez certains élèves, chez certaines familles. Moi, j'ai aussi vécu en tant que parent d'élèves l'an dernier. Et bien qu'en quittant l'institution, j'ai mesuré toute l'angoisse que ça peut créer, que ça peut générer au long de l'année scolaire et à la fin de l'année chez les élèves. Mais toute l'incertitude aussi qu'il y a derrière, oui. Puis la préparation également des professeurs en amont des réformes, ça joue beaucoup aussi sur j'imagine, votre appréhension du système. Si Clara, tu veux compléter. Non, oui, je veux juste dire que je me sens vraiment concernée par ce que vous dites. Moi, je suis une personne un peu anxieuse depuis petite. Et c'est vrai qu'à l'école, au collège, j'ai été un peu harcelée. Au début, c'était vraiment compliqué. En arrivant au lycée, je trouvais pas vraiment ma place. Et puis, je suis dans une section Bachibag, donc il faut savoir que c'est une section binationale, donc on a 9 heures d'espagnol par semaine, donc ça met vraiment du travail en plus. Puis ça nous rajoute des épreuves au bac à la fin de l'année, ça met encore plus une pression. Et moi, je suis suivie psychologiquement, j'ai une psychiatre, donc vraiment ça me permet vraiment d'exprimer ce que je ressens, et je pense que c'est un plus. Et on devrait vraiment valoriser ça, avoir une ouverture sur les psys, plus de psys au lycée, vraiment sur cette santé mentale, je pense. C'est vrai que nous, notre psy, on a beaucoup d'affiches qui disent oui, vous pouvez parler au psy quand vous voulez, mais notre psy, elle est là que 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5, donc les jours où tu vas mal et qu'elle est pas là, donc il y a une psychologue à Camus. Mais je crois que c'est pas, c'est plus une psychologue pour l'avenir. Ah oui. Ouais. Ouais, mais c'est pas une psychologue pour ça, mais c'est logique que. Après, il y a l'infirmière qui joue un peu le rôle d'une psy. Ils peuvent pas être Ok, elle aussi là. Ok, d'accord. C'est vrai que ce que vous évoquez, ça fait partie des difficultés de l'éducation nationale en ce moment, c'est que tous les établissements scolaires ne bénéficient pas de ce qu'on appelle nous un pôle médico-social, une assistante sociale, une infirmière scolaire, une psychologue de l'éducation nationale au complet, et pourtant elles ont un rôle clé dans les établissements, dans l'accompagnement des jeunes, aussi bien que des parents. Je reviens sur ce que vous dites tout à l'heure sur la question du bac. Moi, je me suis rendu compte parce que je fais la rentrée de mes élèves tous les ans. Je passe dans les classes de 3e pour leur parler, leur souhaiter une bonne rentrée, etc. Et puis après, je les reçois aussi régulièrement en entretien dans mon bureau. Et quand je leur demande à chaque fois quel est le plus important cette année pour toi, en tant qu'élève, leur réponse première, c'est quasi systématiquement « il faut que j'ai mon brevet ». Il faut que j'ai mon diplôme, il faut que j'ai mon brevet. Et donc je reformule à chaque fois, je leur dis non, le plus important cette année, c'est pas le brevet, c'est de préparer l'avenir, c'est de pouvoir quitter le collège en ayant une perspective de lycée que tu auras choisi, qui te plaît et qui te convient. Mais ça montre à quel point, je pense, la relation à la réussite à l'école est complètement faussée et complètement intégrée dès le plus jeune âge en fait. Justement, à ce propos, si Madame Tamimout, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez au sein de votre école? Parce que je ne sais pas si les élèves en primaire, pour une population entre guillemets étudiée sur ces phénomènes, ou c'est au contraire quelque chose d'assez présent. En fait, on peut prendre le problème. Désolée, j'ai une petite voix, mais je pense que vous allez réussir à m'entendre. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut absolument être proactif en ce qui concerne la santé mentale des élèves et prendre les choses en main au plus tôt. Je rejoins complètement la collègue principale de collège sur tout ce qu'elle a exprimé, la méritocratie, les attentes institutionnelles, tout ce qui est compliqué à gérer au quotidien. Et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que on ne permet pas aux élèves de lever les implicites. Donc on va de plus en plus vers de l'enseignement explicite, mais les collègues ne sont pas complètement formés sur ces sujets-là. Les élèves qui présentent des profils neuroatypiques qui réellement vivent une pression scolaire nourrissent un sentiment d'incompétence et une dette d'estime de soi dès l'entrée en petite section. Donc dès 3 ans, ce sont des gamins qui ont envie de réussir comme tous les autres, qui veulent faire comme tout le monde, faire plaisir à papa, maman, faire plaisir à la maîtresse, et qui se retrouvent très rapidement différents. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais parce qu'entre 3 et 6 ans, les diagnostics ne sont pas posés, les familles ne comprennent pas trop pourquoi le gamin ne réussit pas comme tous les autres élèves, pourquoi est-ce qu'il est freiné dans sa réussite. Et surtout à l'école, on continue de confondre intelligence et performance. Vous demandez à n'importe quel élève qui est en difficulté d'apprentissage s'il est intelligent, il vous dira que non. Pourquoi ? Parce qu'on a pour habitude de corréler
intelligence et réussite scolaire, alors que ça n'a strictement rien à voir. Et je rejoins encore une fois la collègue principale qui a pris la parole. Je la rejoins sur le fait que mais il y a beaucoup de choses à changer déjà en interne, sur comment on se représente les difficultés d'apprentissage, comment on accompagne les élèves, et le sentiment d'incompétence qui va ensuite poursuivre l'élève en fait tout au long de sa scolarité et créer tout ce qui est très anxiogène et cette espèce de pression scolaire sur ses épaules. Elle n'arrive pas au collège ou elle n'arrive pas au lycée. En règle générale, elle va s'ancrer très très tôt dans la vie d'apprenant de l'élève. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on arme les élèves sur le plan méthodologique et qu'on les aide à comprendre et à lever les implicites. Ceux qui réellement seront en souffrance, et depuis bien longtemps avant d'arriver au collège, ce sont très souvent ces profils d'élèves neuroatypiques. Bon, derrière la neuroatypique, qu'est-ce qu'on a ? On a les troubles cognitifs. Les troubles 10, TDA, TDAH, les troubles du spectre autistique sans déficience cognitive et tout ce qui fait mon domaine de compétence en tant qu'orthopédagogue, si vous voulez. Donc voilà, il y a plein de choses. En tout cas, nous, la pression scolaire, elle naît dès l'entrée en petite section pour les élèves qui ne rentrent pas dans les cases parce qu'on reste sur un système scolaire très particulier avec ses attentes, parfois beaucoup trop importantes pour ces gamins-là. Et on a réellement besoin de mettre en place un vrai travail. De toute façon, dans notre société, dès que vous rencontrez un enfant, quelle question lui posez-vous ? Est-ce que tu travailles bien à l'école ? Comment s'appelle ta maîtresse ? Alors, l'élève en réussite scolaire, pas de souci, mais l'élève qui est en difficulté et qui ne sait même pas pourquoi il est en difficulté. Parce qu'en plus, il fournit des efforts pour faire comme tous les copains. Il fournit parfois 2 fois plus d'efforts pour être au même niveau que les copains. Alors lui, l'école est très maltraitante pour ce profil d'élève. D'accord. Bon. Donc en fait, on peut en conclure que ça débute vraiment bien en amont de la pression du brevet et du bac, mais finalement c'est inhérent au système scolaire et ça affecte tous les élèves qui ne sont pas forcément rodés entre guillemets au système. Mais bien sûr. Et puis de toute façon, tant que la formation des enseignants restera ce qu'elle est, et malheureusement je le déplore, je suis directrice d'école en fonction dans l'éducation nationale depuis 27 ans, tant que la formation initiale des collègues restera ce qu'elle est, on continuera d'être en difficulté. Et puis les écrans, on n'en a pas parlé, mais les écrans. Mais oui, c'est la question suivante en soi, les causes de cette pression scolaire. C'est pour éviter de vous faire répéter. Donc en soi, si on peut passer à la question suivante, c'est quelles sont les causes de cette pression, sachant qu'on a 27% des lycéens et 21% des collégiens qui se sentent seuls, et qu'on sait aussi que c'est un phénomène qui est plus marqué chez les filles que les garçons. Donc en fait, parmi tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les raisons de cette pression ? Est-ce qu'elle est plus institutionnelle, familiale ou très personnelle ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Vous pouvez continuer. C'était pour faire la transition. En fait, on est sur une attention passive. C'est du bombardement sensoriel. Les enfants, les ados, les adultes, on est soumis à un bombardement sensoriel qui ne nous demande pas d'effort. Lorsque les enfants sont surexposés aux écrans tout jeunes, il est extrêmement compliqué d'attendre d'eux l'attention qu'on attend d'eux à l'école. Elle n'a strictement rien à voir. Donc, on a une fois de plus quelque chose qui va entraver le bon fonctionnement sur le plan cognitif de nos élèves. Aujourd'hui, 30% des enfants qui se présentent à l'école maternelle, donc petite section, présentent un déficit attentionnel et un retard de langage. Il y a quand même une vraie question à se poser, et là on est sur des questions sociétales. Oui, c'est quelque chose que je retrouve aussi parce que je suis animatrice coup de pouce, et c'est vrai que c'est pour des élèves en difficulté, et c'est vrai que les références TikTok qui peuvent sortir en classe, ça pose des questions sur leur exposition aux écrans de manière générale. Et donc on peut rebondir pour vous, Tristan ou Clara, quelles sont ces causes de la pression ? Je veux juste rebondir sur ce que disait la directrice d'école. Sur ce retard lié aux écrans, moi, ma mère, elle est prof justement en primaire en CE1 et elle constate déjà ce retard. Donc c'est 10 ans, moi ça fait 10 ans que j'étais en CE1 et 10 ans après on voit les effets négatifs déjà des écrans et du coup ce retard au niveau des apprentissages, retard de langage et voilà. Je reviens du coup sur le harcèlement. Une personne qui est harcelée va se renfermer sur elle-même et les écrans ça peut empirer le truc et notamment avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de contenu très très négatif et ouais ça peut empirer les choses.
Et docteur Marin, alors l'écran, c'est un vaste sujet. C'est un outil finalement, l'écran. Donc c'est la façon dont on l'utilise qui est positive ou négative. Donc oui, il ne faut pas oublier que les algorithmes très addictogènes, c'est les adultes qui le font. Et ils le font très très bien pour que les ados soient très accros. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau des adultes et dans une éthique de production d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai assisté à une présentation qui m'a beaucoup touchée au Congrès mondial de médecine de l'ado sur l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui fait partie maintenant de notre quotidien. Et donc il y a un grand spécialiste américain des réseaux, des médias et de la santé des ados qui a cité la discussion entre un ado et l'IA qui a mené au suicide de cet ado. C'est quelque chose qui est glaçant. Donc voilà. Et donc, mais c'est nous adultes, je veux dire, qui créons ces outils. Donc comment on se positionne, comment on protège. Voilà. Il ne faut pas oublier que les ados qui vont mal vont se réfugier dans l'écran. Donc, c'est pas forcément l'écran qui est la cause du mal-être. C'est aussi parce qu'on va mal, qu'on est tout seul, qu'on va vivre dans ce monde virtuel. Donc, c'est une relation bidirectionnelle avec ce monde virtuel. Donc, il y a souvent des parents qui viennent, qui nous disent le problème de mon enfant, c'est son addiction, mais en fait, il va mal et du coup, quand il est hospitalisé, il n'y a pas d'objet connecté pendant l'hospitalisation, aucun. Ça se passe super bien. Donc cet adolescent qui est décrit par les parents comme étant accro à ces écrans, parce qu'il est dans un processus de soins, parce que ça se passe très très bien. Donc finalement, l'écran, c'est un symptôme aussi d'un mal-être. Donc c'est dans les deux sens. Donc ça peut être source de mal-être, ça peut être source aussi. Donc il ne faut pas oublier que c'est une source de socialisation, que vous utilisez les réseaux pour parler, pour faire vos devoirs, pour rechercher des choses. Donc quand on pense par exemple à un trouble de conduite alimentaire, on sait qu'il y a plein de choses très négatives qui incitent à la maigreur, au régime, mais il y a quelques études qui montrent que les ados qui ont une anorexie par exemple et qui vont sur des réseaux sont moins isolés que d'autres. Donc vraiment c'est ambigu. Il faut prendre avec beaucoup voir les différents aspects de ces écrans qui peuvent être et positifs et négatifs. Donc je pense que... Je suis assez d'accord. Je vais rebondir, Lisa, si vous êtes d'accord. L'idée, c'est d'éduquer les gens sur la question des écrans, puisque c'est absolument pas de bannir les écrans. L'objectif, c'est de bien vivre avec. Et la première clé, c'est pareil, c'est qu'il va falloir être proactif. Les choses se jouent lorsque les enfants sont tout petits. Les ados peuvent faire un bon usage des écrans et même s'il est un petit peu excessif, les effets, l'impact négatif ne sera pas aussi important si au préalable il y a eu une éducation autour des écrans et que le développement cognitif s'est effectué correctement. Il faut que les familles, les parents, acceptent de re-questionner l'usage des écrans à la maison. Vous savez, si les enfants sont sur des dérives, c'est que derrière, il n'y a pas tant de règles que ça qui sont imposées autour des écrans. Mais que c'est un problème de santé publique au-delà d'une responsabilité purement individuelle. Et madame... Oui, et puis j'ai tendance à dire que sur ces questions d'écran et de réseaux sociaux, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire que là, nous sommes 6 présents dans la salle, il y a 6 téléphones, et il y a 6 écrans. Et quand on fait le tour, il y en a partout. Donc partir du principe qu'on va les cacher et que ça va régler le problème ne résout rien en réalité. Et puis, il y a plusieurs entrées. Il y a l'usage des écrans, l'usage des réseaux sociaux, parce que si on parle de pression scolaire, c'est plus souvent une question de réseaux sociaux utilisés en réalité.
fait que d'écran et de pages internet. Hein, donc il y a toute cette entrée-là. L'IA, c'est une autre question, c'est pas forcément le sujet du jour, mais c'est une question à part entière, l'utilisation de l'IA. Mais quand on parle d'écran, il ne faut pas non plus que ça vienne dissimuler une réalité importante. Hein, et quand on parle, si on revient à la question de la pression scolaire, il y a une étude assez récente qui a été faite sur l'impact qu'aurait l'utilisation de l'écran pour des élèves qui entrent en petite section de maternelle et sur le nombre de mots, la banque de mots qu'ils ont en stock. En fait, il y a quand même une réalité très forte et qui reste assez stable, c'est que à milieu social plus élevé, un jeune d'un milieu social, issu d'un milieu social plus élevé va entrer en petite section avec un vocabulaire de 1000 mots. Milieu social moyen, on est plutôt à 700 mots. Milieu social fragile, on tombe à 500. Et la variable de l'écran est de 10 mots sur l'usage. Donc c'est quand même bien en deçà de la difficulté principale, et qui est d'ailleurs pas du tout résolue par notre éducation scolaire en France, sur le fait qu'il y a aussi des choses qui ont une place très très importante. Et si on en revient à la question des écrans en elles-mêmes, effectivement, il y a principalement plus que dans l'école, le hors l'école qui se joue. Nous, on mène régulièrement des ateliers avec nos élèves de 6e pour travailler sur la prévention, l'usage des écrans, du bon usage de l'écran. Et on leur demande, au cours de cet atelier, de se connecter pour consulter leur temps d'écran. On est chez des élèves de 6e, donc 10-11 ans, à des scores qui sont entre 10 et 12 heures par jour. Alors, je ne vais pas dire donc tout le monde s'inquiète, effectivement, parce qu'en fait, ce qui découle, c'est le temps de sommeil, le temps réel de connexion. Mais par ailleurs, une fois qu'on a dit 10-12 heures, on n'a pas du tout dit ce qu'ils font sur leurs écrans. Il peut y avoir une partie du temps qui a un usage sain et intéressant pour certains, et une partie qui ne l'est pas. Et quand on a posé la question aux adultes du collège, parce que tout le monde s'insurgeait en disant c'est catastrophique, et qu'on a demandé aux professeurs de collège qui sont sur une moyenne de 40 ans chez moi de faire la même chose, le temps n'était pas forcément si différent en réalité. Donc il y a aussi une question d'usage, d'apprentissage effectivement, et de prise de conscience collective du fait qu'en fonction de ce qu'on décide, ça peut être une aide, ça peut être un problème, ça peut être quelque chose qui cache ou qui permet de mettre en avant un mal-être qu'on avait très mal détecté avant. Mais justement, c'est parce que toute addiction a une raison qui la précède. Donc je me demandais pour les écrans, c'était vraiment juste le fait de l'omniprésence, ou c'est vrai qu'il y a un mal-être qui précède scolaire par exemple et qui peut justifier par d'autres raisons que les écrans? Si parfois quand on parle de difficultés chez nos jeunes, quand ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent dans un cadre où ils ressentent une pression, c'est difficile de rester au sein du groupe, de ne pas réussir à trouver sa place, de marquer son opposition, de marquer son désaccord. Quand on se réfugie un peu derrière son écran parfois, on est dans un environnement où les réponses que vous allez trouver, les groupes auxquels vous allez prendre part vont dans le même sens que vous. Donc c'est un magnifique paravent sécurisant. Et parfois le retirer brutalement, ça peut avoir des effets contre-productifs aussi. Quand on met un paravent, c'est pas le paravent le problème. C'est ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Même pour ces histoires et de pression scolaire, parce que forcément, l'enfant qui n'est pas prêt sur le plan cognitif à apprendre aura toujours l'impression de subir une pression scolaire. Pourquoi ? Parce que les enfants arrivent à l'école, mémoire de travail déficitaire qui se sature hyper vite, précisément pour ce qu'a dit la collègue tout à l'heure. Tout est en lien. D'accord. Est-ce que merci, docteur Marin, vous souhaitiez compléter ? Je pense que on parle beaucoup des écrans, mais il y a tellement de choses en dehors des écrans qui jouent sur le mal-être, sur la pression. Et vous parlez du Covid, donc oui, le Covid a accéléré une tendance qui existait. Donc ça existait, l'augmentation de l'anxiété, l'augmentation des idées suicidaires chez les jeunes, surtout chez les jeunes filles. Ça existait avant le Covid. Et le Covid n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient déjà là. Et ça a fait émerger ce qu'on appelle, nous, médecins de santé publique, médecins d'ado, les problèmes communs de santé mentale, common mental health problems, c'est le mal-être en général. Il n'y a pas plus de maladies psychiatriques, il n'y a pas
mais il y a un mal-être sociétal, un mal-être des familles, et il y a tellement de choses qui jouent en dehors des écrans que c'est vrai que voilà, je pense que juste dire qu'il n'y a que les écrans que les écrans sont vraiment responsables de beaucoup de choses, c'est occulter plein de choses qui se passent au niveau des familles. Il y a des familles, donc les ados qu'on reçoit nous, finalement, c'est ceux qui vont le mieux de leur famille. C'est des familles qui vont tellement mal, tellement en difficulté, des parents qui sont qui vont mal, qui eux aussi subissent la pression sociétale, le chômage, les changements de travail, les maladies, et des ados qui effectivement qui peuvent se déscolariser parce qu'ils sont inquiets pour leurs parents qui sont à la maison et qui vont rester. C'est une des raisons, par exemple, de déscolarisation. Ils vont surveiller leurs parents, voir ce qui se passe à la maison. Et c'est pas explicite, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à travailler avec les familles et à découvrir combien ça va mal. Et c'est vrai que se focaliser sur un aspect, je trouve qu'on oublie tous les autres et qu'il y en a tellement qui en jouent sur le bien-être et sur la pression et sur le bien-être à l'école, qui sont extérieurs à l'école. Donc il y a ceux qui dépendent de la personne, ceux qui dépendent de la famille, ceux qui dépendent de l'école et des interactions avec les autres, ceux qui dépendent de la société. Et il y a tous ces cercles, toutes ces enveloppes de l'ado qui ont quelque chose, qui ont un rôle dans ce bien-être ressenti. On ne peut pas attendre de nos jeunes qui sont dans un système scolaire qui est difficile, et il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'on a parlé de l'année de terminale, on a parlé de l'année de troisième, mais en réalité c'est un marathon qu'on leur demande. Personne adulte né dans cette situation, dans sa vie professionnelle, d'avoir tous les ans un enjeu qui tombe. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils entrent en plein dans la puberté et dans l'adolescence, et puis le moment où ils vont avoir leurs 18 ans et on leur dit un petit peu « ça y est, t'es majeur, débrouille-toi, vole de tes propres ailes », alors qu'on sait parfaitement que c'est pas du tout le cas et qu'en plus ils n'ont pas fini leur adolescence, mais il y a tous les ans une question qui se pose et tous les ans un enjeu. En troisième, il y a des choix à faire, il y a un diplôme. En seconde, il y a à nouveau des choix à faire pour des spécialités. En première, on est sur un magnifique cumul avec des épreuves du bac et des choix de spécialité, et on leur demande déjà d'anticiper Parcoursup en leur disant attention, si tu te trompes de choix, tu ne pourras pas revenir en arrière. Et la terminale, c'est le summum. Où là, on leur fait vivre un marathon toute l'année avec des épreuves, des entraînements aux épreuves, Parcoursup qui vient se mettre comme ça en millefeuille au milieu. Ils vont pas si mal que ça en fait, donc globalement, vu tout ce qu'on leur impose et qu'on n'a pas eu à subir nous à cette époque-là. Après, c'est la question de ceux qui sont le plus fragiles et de comment on accompagne ceux qui vont le moins bien. Force est de constater, à mon sens, qu'aujourd'hui l'école ne sait pas protéger ses plus fragiles et que la difficulté elle est là. On parle de plus fragile scolairement, on parle de plus fragile socialement. Il y a un gap qu'on n'a pas encore réussi à résoudre, et on ne peut pas demander à l'école de le résoudre seule non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir dans ce prisme qu'on a un petit peu au niveau français, de se dire que l'école va résoudre tous les problèmes de la jeunesse sans qu'on change rien dans le fonctionnement de la société. Donc on a parlé de mal-être de nos jeunes, on en parle dans une situation où le système hospitalier français, le système de la santé mentale est en crise sévère. Et donc on ne peut pas espérer que les choses fonctionnent s'il n'y a pas aussi, en dehors de l'école, des choses qui se mettent en place réellement pour accompagner mieux ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout qu'on se parle et qu'on décloisonne entre l'éducation nationale, la santé, les décideurs, parce que chacun est dans son monde qui est en souffrance, et quand on se retrouve et qu'on se parle et on voit qu'on peut tripoter des choses ensemble, on arrive quand même à avancer. Donc, c'est vrai que j'avais posé la question à ma mère qui a passé son bac il y a longtemps, mais pas trop de voilà. Et en fait, je me demandais, est-ce que tu penses que la pression ça pourrait être lié que de nos jours, il y a beaucoup plus de personnes qui passent leur bac, donc c'est beaucoup plus compétitif en fait, parce que quand elle passait le bac
longtemps, enfin, voilà. Et enfin, il y a moins de gens qui y passaient, donc c'était peut-être. Est-ce que c'était moins compétitif ou est-ce que c'est la même chose? Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça c'est la question de l'histoire de l'éducation de notre système scolaire. C'est-à-dire qu'on a un collège et un lycée qui ont été construits au départ avec un objectif très précis. Le collège était un énorme filtre pour sélectionner le meilleur et le lycée était destiné et pensé pour être destiné à une élite. Donc on était sur un tout petit nombre de la population française qui passait son bac. On était effectivement sur un public très précis. Et ensuite, il y a eu ce qui s'est appelé la massification du système scolaire, donc le fait que tout le monde a été destiné à aller au lycée. En soi, c'est bien. Mais on a donc du coup proposé et a été en poursuite d'études en disant on va maintenant scolariser tout le monde, mais par contre, on ne va rien changer à la manière dont on organisait le lycée et le collège. Donc sans tenir compte du fait que certains arrivaient avec un niveau scolaire très fragile, avec des difficultés, on a dit c'est à vous de vous plier au moule. Notre moule, on est en France. Il est comme ça, il a toujours très bien fonctionné, etc. Donc du coup, effectivement, ça place une partie des élèves, le fait qu'on ait ouvert le système scolaire, qu'on ait dit que le bac était un diplôme, que 100% d'une jeunesse, ça a été pendant longtemps un objectif. Le fait qu'il y ait 100% d'une jeunesse qui aille vers le baccalauréat, ça pose une question. Et puis il y a eu récemment une tendance inverse, qui a été de dire oh, mais en fait le bac on le donne beaucoup trop facilement. Donc on va faire des réformes, et c'est ce qui s'est passé, qui vise à le rendre de nouveau plus sélectif. C'est un choix politique, mais à partir du moment où on dit ça, eh bien forcément ça fait redescendre une pression importante sur le résultat, sur les élèves et sur les parents. Et sur les enseignants aussi, parce que c'est très compliqué d'être dans ces différents cheminements. C'est pas du tout la même philosophie des épreuves, c'est pas du tout la même philosophie pour la suite, et ça explique, je pense, en partie, qu'on a une partie de nos jeunes qui allaient mal à l'école pendant un certain temps, et qu'on en a maintenant qui le vivent encore plus mal. Pourtant, il me semble que contrôle continu, ça avait été introduit pour limiter le stress du baccalauréat, il me semble. Mais... Tout à fait. Alors c'était une des entrées qui avait été présentée, c'était effectivement limiter le stress en fin d'année du baccalauréat, mais ça a été pensé sans véritablement faire de corrélation avec le fait que ça restait un pass indispensable pour aller vers le supérieur ensuite. Et puis c'est pas réellement un contrôle continu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que c'était des épreuves anticipées, il y a des temps très importants qui comptent dans la notation de nos élèves. Donc ça scande l'année. On n'a pas retiré le stress, on l'a dilué sur toute l'année scolaire. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus dur. Et Parcoursup, c'est une entrée encore particulière. C'est-à-dire que quand tu posais la question à ta maman, moi quand j'ai passé le baccalauréat, il y a 20 ans, et qu'on passait son bac, on faisait ses candidatures dans le supérieur, et on recevait une réponse. C'était oui ou non, et vous étiez pris dans quelle école, ou pas dans telle école. Il n'y avait pas toute cette phase que connaissent maintenant nos lycéens, et puis parfois nos étudiants, parce que ça dure longtemps, d'attendre pendant une semaine, 15 jours, un mois, parfois tout l'été, en étant sur liste d'attente et en allant se connecter tous les jours pour savoir si on remonte sur la liste d'attente ou pas, avec une période où on est décisionnaire de rien. C'est un stress important que nous dénonçons, mais vraiment, en tant que chef d'établissement, pour les jeunes et pour les parents. Cette période, elle est insupportable à vivre pour la grande partie des élèves. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui, effectivement, ont une réponse positive et peuvent se permettre ensuite, parce qu'ils ont plusieurs positifs, de dire « je retiens celle-là » ou « je retiens pas celle-là », mais on a des milliers de lycéens qui, tous les ans, se retrouvent à attendre le résultat du bac, à parfois ensuite avoir le résultat du bac, mais toujours pas de certitude sur ce qu'ils vont pouvoir faire l'année d'après. Et ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau et c'est pas du tout bénéfique pour nos adolescents. D'accord. Merci. On peut passer à la troisième question. Du coup, après ce constat et ce bilan, quelle solution on peut envisager, que ce soit à l'instant T pour les élèves eux-mêmes, et après, sinon, de manière plus structurelle, comment on peut repenser ce système pour moins de pression, en tout cas? Je pense qu'il faut déjà réussir à bien définir, à identifier ce qu'est la pression scolaire, aider les élèves à conscientiser ce qui les met dans cet état de pression et ce qui est anxiogène pour eux. Bon, en gros, travailler un peu plus sur le climat scolaire. Qu'est-ce qui se passe en classe? Quelles sont les situations de mal-être? Alors je rejoins les collègues qui ont dit tout à l'heure que c'était multifactoriel, et même le médecin, quand elle explique que
Il y a plein de raisons qui sont également sociales, la détresse familiale, détresse sociale, etc. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on puisse aider les élèves à verbaliser tout ce qui se passe, à travailler énormément nous au sein de l'éducation nationale sur tout ce qui est climat scolaire, encore une fois, rassurer les élèves lorsqu'ils présentent des difficultés, revoir aussi la place de l'erreur, travailler sur ce qu'on appelle l'anxiété de performance, parce qu'on parle de facteurs extérieurs, mais beaucoup d'élèves font ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Parler également de ce qu'on appelle l'empêchement de penser, parce qu'encore une fois, certaines situations peuvent créer des freins pédagogiques. Alors elles peuvent être liées aux enseignants, évidemment, si c'est sur le plan pédagogique. Ça peut être des freins en lien avec tout ce qui est d'ordre cognitif. Si vous voulez, il y a différents freins qui peuvent arriver dans la vie d'un élève et freiner sa réussite scolaire. Et donc, pour en revenir à ce qu'est la pression scolaire à proprement parler, moi, je la mets directement en lien avec les attentes institutionnelles, les exigences diverses et variées des collègues enseignants. Et je pense qu'il faut absolument aider les élèves à conscientiser tout ça, à verbaliser. Récemment, il y a eu une pétition d'un TikToker, Son c'est des mots, qui a été lancée en tout cas par un TikToker, sur la question des rythmes scolaires, notamment une volonté de réforme, mais je me demandais si c'était une piste que vous envisagiez. C'était quoi la pétition? C'était sur quoi? Les rythmes scolaires, donc la question des horaires, entre autres, comme facteur de stress ou de mal-être à l'école. Ça joue énormément. Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai vu les emplois du temps, par exemple, je suis allé en Suède, il y a un échange avec Erasmus, et les Suédois, il y a des statistiques qui montrent qu'ils sont plus heureux, et bien leurs emplois du temps ils sont largement moins chargés que les nôtres. En plus ils sont payés pour aller à l'école. Donc ça pose question, quoi. Parce que si leurs emplois du temps sont moins chargés que les nôtres, qu'ils sont plus heureux et qu'ils sont pas, qui sont aussi bons, on devrait s'en inspirer, non? Ça c'est ma question. Que Clara, tu partages ou autrement. Non, d'accord. Par exemple, moi en bac et j'ai aussi l'option du coup maître volontaire, j'ai 34 heures de cours dans la semaine. Je trouve ça quand même énorme. Parce qu'on double une personne. Et je finis quand même 3 fois à 18h30, ce qui est énorme. À côté de ça, moi je suis une personne sportive, donc j'ai besoin d'avoir des. Je prépare des compétitions, donc j'ai besoin d'avoir certains entraînements. Et du fait de mon anxiété, j'ai besoin de me libérer en fait. Et justement, avec ces emplois du temps quand on finit tard, on n'a pas ce temps de pause en fait. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans le système français. Je prends l'exemple en Espagne, parce que moi je suis allée en Espagne notamment pour les échanges Erasmus. Ils finissent au plus tôt à 14h30 et ça laisse toute l'après-midi pour se reposer, pour faire du sport, pour sortir avec nos amis, c'est important. Et ce relationnel avec les amis est complètement oublié en France dans le système scolaire. Et il y a aussi t'as beaucoup de personnes qui se couchent très très tard. Et moi je sais que c'est mon cas parce que souvent je finis à 18h. Ensuite, souvent, je travaille après. Donc, évidemment, quand j'ai fini de travailler, il est 20h. Et quand il est 20h, t'as envie d'être couché après avoir passé toute la journée à travailler. T'as envie de lire un peu, aller un peu sur ton téléphone. Et du coup, tu finis par coucher à 22h. La question des rythmes scolaires, c'est vraiment un poncif de notre système, avec des entrées qui sont souvent un peu limitées et qui ne tiennent pas compte du fait que l'école n'est pas seule décisionnaire dans toute cette organisation et que parfois quand des choses sont proposées, elles achoppent faute de solution. C'est-à-dire qu'il y a bientôt 10 ans, il y a une proposition de réforme du rythme scolaire des écoles primaires pour passer d'une semaine de 4 jours à une semaine de 5 jours avec justement cet objectif, c'était celui-là qui était annoncé, c'était faire en sorte que les élèves les plus jeunes aient une amplitude horaire moins importante pour avoir moins de fatigue. Ça a été un flop complet dans notre société pour des tas de raisons, c'est-à-dire que ça nécessitait de revoir le périscolaire, qu'il fallait revoir les organisations familiales, qu'il fallait revoir tout un certain de choses, et la société n'y était pas prête du tout. Donc on voulait que l'école change, mais pas que la société en lance un changement qui aille dans le même sens. Et petit à petit, on est repassé à des semaines de 4 jours, et là on fait de nouveau le constat que ces jeunes sont trop fatigués. En collège et en lycée,
c'est encore différent. C'est-à-dire que souvent, on entend parler du fait que les vacances scolaires sont trop nombreuses, il faudrait que nos jeunes aient moins de vacances scolaires. D'abord, c'est faux. Ils n'ont pas plus de vacances scolaires que la plupart des autres pays de l'éducation de l'Union européenne, voire un petit peu moins. Et notamment sur l'été. En revanche, ils ont des amplitudes horaires extrêmement importantes, avec un collège ou un lycée qui commence tôt, qui finit tard, et des journées très denses. Et changer tout ça, ça a des impacts sur l'économie, ça a des impacts sur l'organisation, et notamment sur le fait, si la journée est découpée comme ça en France, c'est aussi parce que la France fait partie des pays de l'Union européenne où les femmes travaillent plus. Et donc changer cette organisation, ça veut dire parfois repenser le fait que les salariés vont pouvoir arriver plus tôt, partir plus tard de leur travail, développer le télétravail, tout un certain nombre de choses, ce que pour le moment on ne fait pas en France. Et là on est en Île-de-France, mais ça pose aussi à un certain nombre d'endroits, notamment dans les établissements ruraux, la question de l'ouverture des internats, des transports scolaires, des transports en commun. Donc c'est un impact lourd sur la société. Pour le moment, personne n'est véritablement prêt, en dehors de l'éducation nationale et de l'école, à s'attaquer à ce débat-là. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, hein. C'est vous les futurs décideurs. Oui, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble, que c'est pas que l'éducation nationale pour pouvoir changer quelque chose. Il y a tellement de choses qui sont en jeu et tellement d'enjeux et qu'il faut vraiment décloisonner. Et moi je trouve que ce cloisonnement il est compliqué parce que c'est difficile parfois par exemple, ne serait-ce que travailler entre l'éducation nationale et la santé. C'est difficile de rentrer par exemple pour nous dans les écoles. Il y a toujours une certaine méfiance et d'autre part, voilà, donc les élèves qui vont mal, souvent on fait des certificats pour pas avoir de notes, pour pas avoir de devoirs, pour garder quand même, parce que l'école c'est la base du bien-être d'un ado, donc c'est là où ils socialisent, ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison, nous, en France, c'est ça la réalité. Donc retourner à l'école pour nous c'est une priorité, pour nous en tant que soignants, donc on essaie de travailler avec l'éducation nationale pour mettre en place des aménagements, alléger le programme scolaire, voilà, pas de notes, pas de devoirs. Et en général, on a une écoute de l'autre côté. Et puis, pour ceux qui vont vraiment mal, c'est là où on est très en difficulté, parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent, par exemple, les soins-études. Soins-études, c'est quelque chose qui est un système pour les ados qui vont mal, mais c'est une espèce d'internat, donc en semaine, ils sont dans un lieu de soins, donc ils ont des soins le matin, l'après-midi, le soir, quand ils reviennent de l'école, et il y a une scolarité qui est maintenue. Et ça, parfois, il y a des périodes d'attente de plus d'1 an. C'est terrible, il y a des ados qui vraiment, on se dit, ça serait tellement bien pour eux, parce que ça permettrait de maintenir les apprentissages qui sont importants. L'ado il a envie mais il est en difficulté et donc là aussi c'est compliqué, on manque de moyens, donc diversifier aussi notre palette d'outils. Moi je veux rebondir sur les programmes. Moi j'ai l'aspect physique-chimie et c'est vrai que le programme est extrêmement dense. Là on a déjà fait 6 chapitres, il y a beaucoup d'informations à retenir. Et on n'est même pas sûr de finir le programme avant de passer le bac, parce que les programmes sont trop longs et il y a vraiment trop de choses en fait. Et ça crée une pression en plus, parce que nous derrière on doit retravailler les chapitres, travailler les chapitres qu'on n'a pas vus en cours, et ça demande de travailler en plus des autres matières qu'on n'est pas censé avoir, parce que c'est censé être les profs qui nous donnent le travail. Ça je trouve que c'est... Moi je fais l'aspect AGGSP et avant il y avait ce problème là, ils ont fait une réforme et maintenant il y a 2 thèmes en moins au bac, donc je trouve que c'est bien. Voilà. En plus ça permet aux profs de mieux approfondir leur thème, donc je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça. Le podcast donc touche à sa fin. Merci à tous et à toutes pour ces interventions. On souhaite aussi bon courage aux élèves actuels. Et on remercie aussi les personnes qui nous ont aidés à travailler sur ce podcast et les personnes qui travaillent aussi au quotidien sur ces thématiques. Et enfin, à bientôt à nos auditeurs, et si vous voulez nous suivre, c'est sur nos réseaux, Insta, LinkedIn, etc., du CIE. Merci. Au revoir. Merci à vous. Je peux vous applaudir. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Ça a été...
voulez que je vous lise dire ce qu'ils ont écrit parce que moi ça m'avait. Bien sûr, donc je peux vous le faire suivre. En fait, donc on était au Congrès européen de médecine d'ado. On devait animer, en fait, les ados devaient animer une table ronde destinée aux professionnels de santé. Donc ils parlaient aux grands spécialistes de médecine de l'ado et donc ils avaient décidé de travailler sur la pression scolaire. Donc moi j'étais un peu verte, je me disais bon, on va se faire descendre et en fait ils sont venus avec ce texte-là. Ils ont créé une grande feuille avec un emploi du temps de 24 heures et une enveloppe dans laquelle il y avait toutes les tâches. Donc un élève en première qui a telle heure de cours, de telle heure à telle heure, il doit préparer ça, Donc il y avait un petit paquet de tâches journalières, donc acheter du pain, mettre à la table, sortir le chien, s'occuper de la petite sœur, tout ça. Donc tout commençait gentiment, ambiance bon enfant, et voilà, donc c'est les ados qui animaient, chaque groupe, chaque îlot de professionnels, et ils leur demandaient, alors vous êtes professionnel de santé, de l'ado, donc qu'est-ce que vous pensez que ça serait bien que cet ado puisse faire comme activité qui lui fasse plaisir, donc mettez-la de quelle heure à quelle heure vous voulez, voilà, une activité qui lui fasse du bien, lui fasse plaisir. Et après, commencez à remplir l'emploi du temps de l'ado, donc mettez les heures de cours, puis les différentes tâches, et puis au fur et à mesure, des choses s'accéléraient, donc ils avaient mis des bruits un peu stressants, des sonneries, des tic-tac, un coup de fil, t'as oublié, on a un DST, il faut que tu fasses ton devoir, vite, il faut le mettre là. Donc du coup, les professionnels qui commençaient tout gentiment, commençaient à jongler avec les heures et tout ça. Et donc du coup, on retentissait sur les heures de sommeil. Et les adultes disaient, vous dites que là, il faut qu'il dorme 8 heures, mais là, il ne dort pas 8 heures. Mais là, du coup, si vous enlevez l'activité que vous avez proposée, ça veut dire qu'il va avoir besoin d'une heure en plus chez le psy. Et voilà, donc ça c'était très immersif et après ils ont lu leur texte et c'était vraiment, voilà, tout le monde a trouvé que c'était très intéressant et que c'est très vrai. Donc voilà, mesdames et messieurs professionnels de santé, nous sommes aujourd'hui devant vous pour partager les expériences et les défis rencontrés par de nombreux élèves français. Nous grandissons dans un système éducatif censé nous préparer à l'avenir, mais bon nombre d'entre nous ressentent le poids des pressions et des problèmes liés aux pratiques scolaires, ce qui a un impact profond sur notre bien-être mental et physique. Nous pensons que vous, en tant que professionnels et défenseurs des adolescents, êtes dans une position unique pour comprendre et soutenir un changement significatif et ce que nous espérons transmettre, et c'est ce que nous espérons transmettre aujourd'hui. Le poids de la pression scolaire. Dès notre plus jeune âge, nous sommes immergés dans un environnement de compétition constante. On nous demande de réfléchir à notre future carrière avant l'âge de 14 ans, une décision qui semble insurmontable à un si jeune âge. La compétition s'intensifie à l'approche des dernières années de scolarité. Avec le stress supplémentaire des examens, des devoirs, des attentes parentales, de la préparation aux futures filières comme le baccalauréat ou Parcoursup, la pression peut être écrasante. La peur de l'échec est répandue car notre avenir paraît souvent lié aux notes et aux évaluations qui semblent parfois être les seuls critères pris en compte par les établissements. Prenez Parcoursup par exemple. Ce système français, piloté par des algorithmes, peut parfois déterminer notre avenir d'une manière qui semble arbitraire. Même après des efforts considérables, certains élèves peuvent ne pas atteindre les résultats souhaités, c'est ce que tu dis. Ce qui entraîne un sentiment de frustration et de désillusion. Bien-être des élèves et exigences de l'école. Nos enseignants jouent un rôle essentiel dans notre éducation et nous reconnaissons les exigences de leur profession. Cependant, il est important de constater qu'ils s'attendent souvent à ce que nous donnions la priorité aux résultats scolaires plutôt qu'au bien-être personnel. Il y a des cas où les élèves ont le sentiment que leurs besoins individuels ne sont pas pris en compte. Manque de temps pour soi. Beaucoup d'entre nous vivent des journées longues et épuisantes, c'est ce que tu disais, avec souvent moins de 8 heures de sommeil. Les week-ends ressemblent souvent à des prolongations de la semaine scolaire remplies de temps d'études supplémentaires. Résultat, de nombreux élèves n'ont plus le temps de s'adonner à des activités comme le sport ou les arts, pourtant essentielles à notre bien-être. Un scénario courant est celui d'être réprimandé pour devoirs incomplets, lorsque plusieurs tests et devoirs rendent impossible la gestion de tout. Dans ces cas-là, plutôt que d'offrir de la compréhension, nous risquons d'être confrontés à des sanctions supplémentaires,
qui ne font qu'ajouter à la tension d'un emploi du temps déjà surchargé. La nécessité d'une meilleure communication. Il existe un écart inquiétant dans la communication entre les élèves et les adultes. De nombreux étudiants se sentent isolés et incompris car leurs préoccupations ne suscitent pas toujours empathie ou action. Ce manque de dialogue contribue à un sentiment d'abandon, exacerbant encore davantage les sentiments de stress et d'anxiété. Un manque de soutien psychologique et médical. Le nombre de suicides d'élèves continue d'augmenter chaque année. Nous avons le sentiment que notre bien-être est sacrifié au profit de la productivité et nous nous retrouvons sans soutien suffisant pour relever ce défi. Les psychologues scolaires sont souvent rares et leurs services sont généralement réservés aux cas extrêmes. Les infirmières scolaires sont également mises à rude épreuve, gérant plusieurs écoles et rendant leur présence peu fréquente. Les enseignants, bien que précieux en classe, ne sont pas toujours formés pour faire face aux problèmes de santé mentale auxquels les élèves peuvent être confrontés et leurs conseils bien intentionnés peuvent parfois ne pas suffire à résoudre les problèmes sous-jacents. Conclusion, un appel à l'action. Mesdames et messieurs, nous vous partageons ces réalités, non pas pour critiquer, mais pour sensibiliser. La structure actuelle du système éducatif français ne prend pas suffisamment en compte la santé mentale et émotionnelle des élèves. Il existe un besoin urgent de réforme mettant l'accent sur le soutien psychologique, l'orientation bienveillante et les pratiques pédagogiques modernisées qui donnent la priorité au développement global plutôt qu'à la compétition. Nous pensons que, ensemble, nous pouvons créer un environnement où le succès n'est pas défini uniquement par la réussite scolaire, mais par le développement personnel bien équilibré et confiant, et la confiance pour l'avenir. Merci pour votre attention et nous espérons que notre appel résonnera en vous. Votre soutien est crucial pour faire de l'école un lieu de sécurité, de croissance et de soutien à tous les élèves, un endroit où les élèves peuvent vraiment s'épanouir et pas seulement survivre. C'est bon. Bravo. Franchement, bravo. Bravo. C'est chouette.